Donc c'est un petit peu un retour aux sources pour moi, puisque j'ai eu la chance effectivement de commencer à travailler ici. C'est aussi un retour vers vous, parce que j'ai fait le choix, certains le savent, de quitter la vie parisienne pour se dire que peut-être il peut y avoir un horizon professionnel dans la médiation en dehors de Paris. Ça n'était pas un choix facile, parce que quand on a la chance d'avoir le drapeau de la Chambre de commerce de Paris pour développer la médiation, c'était plus simple. Mais un message en tant que délégué Arc-Atlantique, la médiation se vit et se vit très bien en dehors de Paris. Elle se vit aussi très bien, par exemple, en Afrique. Je crois que c'est important pour nous d'ouvrir nos horizons et de ne pas garder des œillères. Un message sur le fait que les magistrats peuvent travailler ensemble. Par exemple, les magistrats à la fois au commerce, civil et social. Le Conseil des prud'hommes peuvent signer ensemble des chartes pour développer la médiation. C'est ce qu'on a fait cette année en mai à La Rochelle et je suis fière de vous annoncer que les choses avancent effectivement. Fière aussi d'être là en tant que responsable d'entreprise pour animer avec vous, avec les personnalités qui ont accepté de parler, invitées par l'ANM, sur cette question de RSE et de compatibilité avec les stratégies d'entreprise. Je crois qu'on est tous responsables d'une chose dans la vie, c'est de ce que l'on dit. En médiation, on le sait, on parle en mode jeu. Donc on peut effectivement s'appliquer nous-mêmes des bonnes pratiques, notamment dans l'entreprise. Moi, de façon congruente, à mon humble niveau, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui comme gérante d'entreprise, de m'appliquer cet esprit de médiation. Et de vraiment, dans tout ce que j'entreprends en tant que chef d'entreprise, d'être dans cette idée de responsabilisation vis-à-vis de ceux qui sont mes clients et mes fournisseurs. Simplement, la question qu'on se pose aujourd'hui sur cette table ronde, pour moi, c'est simple. C'est une toute petite structure. Est-ce possible pour des entreprises beaucoup plus visibles ? Est-ce possible pour des grands groupes aujourd'hui ? Est-ce possible pour l'économie française d'une façon générale de porter haut et fort ce message qu'on peut consommer de façon, je dirais, citoyenne, et que l'on peut se comporter avec ses salariés, que l'on peut choisir des stratégies d'entreprise de développement qui fassent le pari de l'humain avant celui des bénéfices, tout simplement. Des bénéfices financiers, et pourtant nous en avons tous besoin. On sait bien que l'entreprise doit aller bien financièrement. Donc je confie à ceux qui sont bien plus... je dirais, dans la pratique entrepreneuriale que moi, ce débat-là. Nous allons le faire sans langue de bois. La RSE, est-ce que ça peut vivre ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Et je passerai donc tout de suite la parole à Madame Candela. Vous avez cette responsabilité-là depuis déjà de longues années et vous allez nous dire comment vous le vivez et vivez-le vous bien en tant que responsable. Merci. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être présente parmi vous. Je vais vous livrer un témoignage. Voilà, ça n'a pas d'autre vocation effectivement de lancer le débat. Effectivement, la question peut être provocatrice. En tout cas, est-ce que c'est possible, effectivement, par temps de crise, de consacrer du temps, de l'argent à la responsabilité sociétale ? En tout cas, c'est ce que le groupe Chèque Déjeuner a souhaité. Il a renforcé effectivement sa volonté d'explorer en fait tous les champs de la responsabilité sociétale. Donc le groupe Chèque Déjeuner, pour vous faire un bref historique, et ça a été un petit peu déjà évoqué, le secteur de l'économie sociale et solidaire. Le groupe Chèque Déjeuner, merci. D'accord. Est né de l'histoire de Chèque Déjeuner, sa maison mère, qui est une coopérative, ouvrière de production, née en 1964 et qui de 1964 simple coopérative avec une poignée de salariés est aujourd'hui en 2013 un groupe coopératif de 2000 salariés partout dans le monde. Cette coopérative forcément a dès le départ investi le pilier social de la responsabilité
responsabilité sociétale, puisque de par sa structure et son statut, elle était différente, avec une volonté d'entreprendre autrement, avec une répartition égalitaire donc des bénéfices, une gouvernance démocratique, puisque dans la coopérative, un sociétaire, un salarié est également sociétaire. Donc il y a une gouvernance démocratique, puisque donc l'ensemble, donc 100% des sociétaires de chèque déjeuner, ce qui fait à peu près 400 personnes, participent activement aux décisions de l'entreprise. Et donc naturellement, et je dirais presque génétiquement, c'est le pilier social qui a été investi dès l'origine pour intégrer de l'innovation sociale dès l'instant que c'était possible, puisque vous l'avez rappelé, il faut quand même dégager des bénéfices pour avoir une politique sociale innovante et pour pouvoir effectivement redistribuer des richesses aux salariés. Donc ça a été la première préoccupation du groupe Chèque Déjeuner, qui a été tardivement, il faut bien le dire, suivi, on va dire, fin des années 2005, début des années 2006, par le champ environnemental. C'est-à-dire que le président, M. Landriot, ne se sentait pas à l'époque capable de revendiquer une prise de parole développement durable parce qu'il se sentait en retard sur l'investissement environnemental. Et donc, nous avons entrepris déjà d'explorer ce pilier environnemental. Qu'est-ce que ça voulait dire pour une coopérative comme Chèque Déjeuner, plutôt une société tertiaire, mais avec une activité d'impression, puisque Chèque Déjeuner donc est connu plus, je dirais, par son activité d'émetteur de titres prépayés. Vous avez peut-être dans votre poche des chèques déjeuner, ou des chèques cadoc, ou des chèques lire, des chèques culture. Donc c'est un petit bout de papier de 84 cm². Donc là, on est connu effectivement pour cette activité, donc à la fois tertiaire, donc proposition de service, et à la fois d'imprimerie. Et donc eh bien, nous avons exploré le domaine environnemental, et puis on s'est aperçu que même une entreprise tertiaire, eh bien, elle avait une responsabilité environnementale et que ça dépassait effectivement l'activité industrielle. Et tous ces grands groupes et tout ce qu'on peut entendre sur ces Céveso et autres, eh bien, on peut être absolument sans risque, je dirais, de production et être concerné par le pan environnemental. Donc, on a défriché donc ce pan-là. Nous étions en retard. Nous avons rattrapé notre retard. Et donc, en 2010, armé effectivement d'une certification, de plusieurs certifications 14001, qui avait pour but de nous former et de nous cultiver sur le sujet. La norme, pour nous, était un fil rouge absolument essentiel pour comprendre finalement les exigences environnementales. Eh bien, nous nous sommes lancés dans le chantier plus large de la responsabilité sociétale et donc nous avons fait le choix, parce que nous faisons toujours le choix de suivre des guides, puisque les normes pour nous sont des guides, elles ne sont pas des contraintes, et nous avons fait le choix de suivre la norme internationale ISO 26000, et donc nous avons regardé tout ce qui pouvait être à la fois discuté, à la fois embrassé dans ce texte assez riche, assez lourd, il faut bien le dire, et donc nous avons passé donc une évaluation, une évaluation ISO 26000, et cette évaluation ISO 26000 nous a démontré tout ce que l'on pouvait faire encore, et notamment sur la loyauté des pratiques. Et je crois que M. Fatou l'a rappelé, quand il s'agit de relations clients-fournisseurs, eh bien on est il n'y a pas beaucoup encore de processus, en tout cas, qui intègrent la médiation dans ces parcours, et c'était notre faiblesse dans ce chantier-là. Donc c'est par ce biais, effectivement, que nous avons, notamment sur un grand chantier, décidé de rendre notre cœur de métier plus responsable, et notamment notre chaîne de valeur. Et nous avons décidé, donc il y a 3 ans, de responsabiliser donc toute la chaîne dans cette chaîne de valeur avec tous nos fournisseurs, puisque je vous l'ai dit, on produit donc du titre prépayé papier, et donc ça veut dire que qui dit papier dit forêt, qui dit forêt dit papetier, et donc on voulait intégrer dans un parcours de négociation avec toutes ces parties prenantes, on voulait responsabiliser notre chaîne, et ça a été un travail qui nous a mobilisés et qui a été particulièrement intéressant. Alors on l'a pas fait avec un tiers, on n'a pas eu recours donc à un tiers, mais c'est vrai que c'est la rencontre avec Madame Planès, avec Madame Baudelaire, qui nous a fait prendre conscience que, sans le savoir, un petit peu comme Monsieur Jourdain, on avait utilisé les ingrédients de la médiation
Donc dans un processus, non pas de règlement de conflit, mais plus dans un processus d'anticipation éventuelle d'un conflit, parce que si nous n'étions pas parvenus finalement à un accord, eh bien ça aurait pu être un conflit, alors que ça n'a pas du tout été le cas dans ce grand processus. En tout cas, c'est par ce biais que j'aborde la question: est-ce que la responsabilité sociétale, les grandes entreprises ont plutôt intérêt d'y aller? Eh bien oui, et j'y mets dedans tous les ingrédients effectivement de la médiation, et j'ai beaucoup aimé le terme de médiation préventive. L'entreprise a intérêt aujourd'hui d'anticiper ces conflits, et donc alors on n'a pas encore parlé de management des risques, mais en tout cas dans les projets, si on parle de médiation de projet, là pour le coup, eh bien c'était un projet où l'on voulait que notre chaîne de valeur soit certifiée PEFC. Donc, c'est-à-dire que toute notre matière première, donc du forestier jusqu'à le client final, elle soit tracée et elle puisse être, je dirais, respectueuse donc d'une filière, qui est l'exploitation forestière. Donc ça, c'est le PEFC. Et on voulait, qui plus est, introduire dans notre chaîne de valeur des pâtes d'origine française. Donc du coup, on voulait pouvoir, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, puisque ça, je vous raconte une histoire, un projet de 3 ans, on voulait que les pâtes soient d'origine française. Donc du coup, eh bien, pour parvenir effectivement à ce résultat, il fallait travailler avec Arjowiggins, il fallait travailler avec l'Imprimerie nationale, il fallait travailler avec des personnes qui étaient déjà dans une stratégie différente de la nôtre. Et donc, eh bien, ce travail où on a pu, toutes les parties étaient d'accord pour trouver une solution, eh bien, ça aboutit à une labellisation de toute la chaîne PEFC et une labellisation Origine France Garantie. Donc voilà, et nous sommes avec toute notre chaîne de valeur, évidemment. Il n'y a pas de conflit, c'est-à-dire que là, on peut vraiment dire que la médiation préventive, c'est intéressant. Et dans le cadre de la responsabilité sociétale, je pense qu'en tout cas pour le groupe Chèque Déjeuner, on a plutôt intérêt à investir et à introduire la médiation dans tout notre processus de reporting, notre processus, on doit y réfléchir. Donc ça, c'est quelque chose auquel je m'y emploie. Madame Cordella, je vous pose une question. Non, je vous pose une question, on rebondit vraiment, on vous redonne la parole parce que c'est passionnant. Souvent, nous les médiateurs, on a l'habitude d'entendre mais la médiation, je le fais tous les jours comme Monsieur Jourdan. Donc vous l'avez dit vous-même, donc je me permets de me raccrocher à ça. Est-ce que donc vous diriez qu'aujourd'hui, finalement, ces 3 années de travail vous ont permis de faire une sorte de médiation préventive, vous l'avez qualifié comme telle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez vraiment introduire effectivement la médiation, qu'on ne soit pas dans un processus un petit peu mou, même s'il a été efficace, et que vraiment la médiation puisse vivre au cœur de votre entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Ah oui, que ce soit plus un mot qui vienne comme ça au jour d'un colloque, mais que vraiment ça vive. Oui, voilà, oui. Non, l'idée, c'est effectivement qu'on développe cette culture de la médiation et que ça devienne quelque chose de non pas ponctuel, one-shot de temps en temps, mais qu'à chaque fois, on l'intègre en fait dans tous les processus, soit projet, soit dans la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la volonté et ça colle avec la responsabilité sociétale. Vous avez aujourd'hui des fonctions qui sont éminemment importantes, en tout cas importantes pour nous, les médiateurs, parce que vous avez cette visibilité que nous n'avons pas toujours. Je suis très impertinente. Je dois aussi vous dire qu'en tant que médiatrice, je pense que peut-être je partagerai avec d'autres cela. On s'est posé des questions au moment où vous êtes arrivés. Nous, on nous demande de nous former pendant des années et tous les ans, et on continue. On a des groupes d'analyse de pratique. Vous avez des médiateurs qui interviennent un peu partout en France. On ne sait pas toujours s'ils sont formés, mais vous allez nous le dire. Je crois qu'aujourd'hui, ils le sont. Voilà. Et puis, l'autre question qu'on se pose, c'est comment peut-on faire coexister de la médiation gratuite, qui est le rôle de l'État dans votre mission de service public, avec nous, notre rôle de médiateur, qui est rémunéré, on en vit, et heureusement. Voilà, est-ce que, moi qui suis médiatrice d'entreprise, à La Rochelle et en Poitou-Charentes, est-ce que je peux travailler main dans la main avec le médiateur inter-entreprise? Voilà. Merci pour ces questions. Je vais peut-être, néanmoins en introduction, répondre à la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce que les entreprises ont intérêt à y aller? Est-ce que c'est compatible, etc.
Je crois qu'aujourd'hui, le message qu'il faut passer, c'est vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, c'est soit on va vers des entreprises responsables, soit on va vers des entreprises qui vont disparaître. Parce que notre tissu économique va se déliter et que les quelques-uns qui vont rester seront super contents, mais ils seront tout seuls. Donc nous, sur notre sujet, c'est-à-dire la partie économique de la RSE, aujourd'hui, on a un grave problème, c'est la confiance. C'est le manque de confiance entre les entreprises. C'est là-dessus qu'on travaille au quotidien. Et aujourd'hui, vous disiez, au troisième trimestre, moins 0,1, au second, c'était plus 0,5. Enfin, voilà, on est dans une tendance économique qu'on va appeler de croissance fragile. Si on veut s'en sortir, il faut transformer cette croissance fragile en reprise économique. Si on veut que cette reprise économique arrive, il faut de la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance est brisée entre les entreprises. Pour des raisons simples, que tout chef d'entreprise pourrait dire bien mieux que moi ici, les paiements des factures sont en retard systématiquement, les contrats ne sont pas respectés, la propriété intellectuelle est bafouée, etc., etc. Donc on a un faisceau d'actions négatives qui brisent la confiance et qui font qu'un patron de PME, même si son carnet de commandes augmente un petit peu, se dit est-ce que je vais investir, est-ce que je vais embaucher? Non, parce que je ne crois pas dans ces commandes. Parce que les commandes de la dernière fois, on ne les a pas respectées, on ne m'a pas payé, etc. Alors pourquoi cette fois j'y croirais? Donc vous voyez, ce cercle vicieux, il faut que tous ensemble on le brise, on recrée de la confiance et on travaille, toute médiation confondue, à ramener cette confiance, à faire en sorte que les gens se parlent, reviennent à des choses intelligentes, raisonnables, qu'on appelle ça RSE, qu'on appelle ça tout ce qu'on veut, j'allais dire la terminologie n'est pas très importante, c'est recréer du bon sens, c'est recréer de l'intelligence, retravailler normalement, intelligemment, éthiquement, ensemble, grandes entreprises, petites, moyennes, administrations, tout ce que vous voulez, et c'est là-dessus qu'on a un rôle fondamental. La médiation dans ce domaine-là, pour moi, c'est clé. Et pour répondre tout de suite à votre question, que ce soit une médiation d'État, que ce soit une médiation privée, que ce soit une médiation publique, quelle que soit la forme, effectivement, à partir du moment où on a des gens qui sont formés, qui amènent un véritable service et qui sont là pour ce même objectif de recréer du dialogue, de recréer de la confiance, travaillons tous ensemble. Il n'y a surtout pas d'antagonisme et de conflictualité entre nous. Bien au contraire, on est là pour se porter les uns les autres. Et moi, je suis très content chaque fois que quelqu'un, de quelle que soit la forme de médiation, réussit une médiation, je me dis, ça y est, on a remis un peu de confiance, on a remis un peu d'intelligence à cet endroit, et tant mieux, continuons, portons-nous, supportons-nous au bon sens du terme les uns les autres. Donc la médiation interentreprise, effectivement, vous l'avez dit, c'est gratuit, mais cette gratuité fait qu'on intervient sur un certain nombre de médiations qui sont probablement des médiations sur lesquelles une médiation payante ne pourrait pas venir. Parce qu'il y a beaucoup de structures, des TPE, des PME, qui sont déjà en difficulté quand elles viennent nous voir, et à qui si on dit il y a une première barrière, c'est que vous devez payer, elles ne viennent pas. Donc la chance que nous avons, c'est que l'État, intelligemment, s'est dit il faut qu'on offre un service gratuit à ces entreprises, et donc on peut intervenir sur ces cas-là. Après, encore une fois, ça n'empêche pas du tout, et au contraire, que dans tout un tas d'autres cas, il y a une pertinence, c'est une médiation payante, qui offre aussi un avantage, c'est que les gens qui payent, c'est que déjà, ils sont dans l'esprit de venir en médiation. Donc chaque outil a ses avantages et ses inconvénients. Justement, profitons de tous les outils et faisons-les travailler le plus intelligemment et le plus collectivement et collaborativement possible. Médiation interentreprise, c'est aujourd'hui 45 médiateurs sur l'ensemble du territoire. Donc il y en a au moins un par région, voire plus, des gens qui appartiennent au service de l'État pour tous ceux qui sont en région, et puis une quinzaine de médiateurs à Paris qui sont là pour résoudre les cas les plus compliqués, qui sont des gens extraordinaires, des anciens chefs d'entreprise, des anciens juges au tribunal de commerce, des anciens industriels, des gens qui ont passé leur vie en entreprise, et qui, au moment de prendre leur retraite, se sont dit « j'aimerais continuer à contribuer, j'aimerais continuer à amener quelque chose à mon tissu économique », qui se sont formés à la médiation. Effectivement, tous les médiateurs sont formés à la médiation et qui traitent tous les cas compliqués. Et Dieu sait si on a des cas compliqués en médiation interentreprise, un peu partout où on leur demande d'intervenir. En particulier compliqué parce qu'on a développé au-delà des médiations individuelles, c'est-à-dire une PME, par exemple, n'arrive pas à se faire payer par un grand groupe. On a des médiations collectives. De plus en plus, on a, quand
en général, une PME qui a du mal à se faire payer par un grand groupe, elle n'est pas seule. Elle va voir ses petits camarades qui disent nous aussi, on n'arrive pas à se faire payer. Donc elle se regroupe à 2, 5, 10, 50. Les fédérations professionnelles, les syndicats professionnels les aident à se regrouper et elles viennent nous voir collectivement. Et là, c'est vrai qu'on a un levier d'action encore plus fort, mais qui demande une vraie expertise, parce que c'est pas pareil d'avoir 2 personnes ou d'avoir un groupe de personnes face à une grande entité. Après, les méthodes sont les mêmes. Les méthodes sont exactement les mêmes. C'est la confidentialité d'abord. J'insiste toujours, mais pour moi, c'est le secret de la réussite numéro 1, c'est la confidentialité. On voit des choses extraordinaires grâce à la confidentialité. Je ne sais pas si on a le temps de citer quelques exemples, mais on peut en raconter. On avait 2 entreprises de taille intermédiaire, donc vous voyez, de même taille il y a quelques mois, qui se disputaient sur un sujet de propriété intellectuelle. L'une disant à l'autre, tu utilises mon brevet, etc. Et l'autre disant, mais pas du tout, tu n'as rien compris, ce que je fais n'a rien à voir avec ton brevet. Bon. 4 ans de procédure, je crois qu'ils en étaient à 100 000 € de frais d'avocat, donc voilà, et problème pas résolu. Ils viennent en médiation, on leur explique que c'est confidentiel, que tout ce qui entre en médiation reste en médiation, et que tout ce qui sera signé en médiation restera entre eux. Au bout d'1 heure, l'un des 2 dit à l'autre, oui, c'est vrai, c'est ton brevet que j'utilise. Mais évidemment, je ne le dirai jamais publiquement. Au bout de 4 heures, ils avaient signé un accord de rétrocession et ils étaient repartis en pouvant travailler ensemble. Voilà, il y a ce côté confidentialité, il y a ce côté humain qui est énorme. Jean-Pierre Salin, qui est au fond de la salle, m'a raconté une médiation qu'il a fait il y a quelques jours, où sur la dernière partie de la médiation, un des 2 protagonistes était avec son manteau et sa sacoche dans la salle et voulait sortir en hurlant. Et finalement, il a réussi, humainement, à ramener les gens à se parler et à recréer une relation et à retravailler ensemble et à signer un accord. Et la beauté de ce qu'on fait, parce qu'on le mesure, c'est que quand on revient 6 mois, 1 an après, on se rend compte que 100% des accords qui sont signés sont respectés. On se rend compte que non seulement les gens ne sont pas fâchés, mais que dans 70% des cas, il y a plus de business après qu'avant. Juste parce que les gens se sont reparlés. Enfin, d'ailleurs, se sont parlés, parce que souvent, ils ne s'étaient pas parlé avant, ils s'étaient écrits, des lettres, des courriers recommandés, des mails d'insultes. Enfin, on a toute la panoplie de comment échanger sans se parler. Hein, ça, ils sont très, très forts. Donc, ils amènent tout ça, ils ont un dossier comme ça. Et nous, on leur dit, on va oublier un peu tout ça, mettez-vous autour de la table, buvez un petit thé, pas trop de café, et puis parlons-nous. Et ça marche merveilleusement bien. Je vous dis, 70% des cas, les gens font plus de business après qu'avant. Parce que quand on construit un dialogue, par exemple, entre un acheteur et un patron de PME, on se rend compte que, vous savez faire ça aussi. C'est pas mal, je ne savais pas. La prochaine fois que je ferai un appel d'offres, je vous consulterai là-dessus aussi. Et ça développe de la relation, ça développe du business. Donc, outil merveilleux, confidentiel, gratuit et rapide. Beaucoup plus rapide, évidemment, qu'une procédure classique, beaucoup moins destructrice en termes de relations, et puis efficace, je vous dis 80% de réussite, ce qui est merveilleux et qui ne lasse pas de m'émerveiller, mais c'est grâce au savoir-faire et au doigté de tous les médiateurs qui travaillent pour nous. 2 mots sur le préventif, parce que j'ai vu un carton jaune passer, je crois, donc ça va vraiment être 2 mots. 2 mots sur le préventif. On a développé des outils préventifs, c'est-à-dire des outils de bonnes pratiques, notamment une charte, la charte des relations fournisseurs responsables, qui est là pour édicter les 10 bonnes pratiques dans les relations entre entreprises. Charte signée par plus de 400 entreprises aujourd'hui, ce qui est à la fois beaucoup et pas assez. Beaucoup parce que ça montre que oui, ça répond vraiment à quelque chose. Pas assez parce que c'est pas 400 que j'aimerais avoir, c'est 4000 ou 40 000. D'ailleurs, que toutes les entreprises puissent la signer et toutes les entreprises s'engagent dans ce même mouvement, qu'on a complété par un label qui vient d'être lancé il y a quelques mois, qui va plus loin, qui dit vous avez signé la charte, bravo. Est-ce que vous acceptez d'aller plus loin, c'est-à-dire d'avoir une évaluation de la manière dont vous mettez en œuvre la charte? Et là, on a travaillé avec les équipes de Vigéo. C'est Vigéo qui va regarder, qui va évaluer la mise en œuvre concrète de la charte, fait un rapport qu'elle remet à l'entreprise, et l'entreprise a le choix de nous l'envoyer ou pas, et sur la base du rapport et du plan d'action qui va avec, puisque c'est toujours des choses à faire, on labellise ou pas l'entreprise. Donc vous verrez en allant sur notre site, il y a 12 grandes entreprises déjà labellisées, et on espère aussi que continuer, parce que comme on disait, le préventif c'est beaucoup mieux que le curatif, et si tout le monde est labellisé un jour, on n'aura peut-être plus besoin de médiateurs interentreprises, mais en tout cas on aura fait progresser grandement notre économie. Voilà, merci pour votre attention.
Donc nous entendons un médiateur heureux. Nous entendons des statistiques qui sont toujours très rafraîchissantes parce que finalement ce sont les mêmes que celles que nous vivons, chacun à nos niveaux. Nous entendons aussi que ce que vivent vos chefs d'entreprise en médiation interentreprise, c'est la même chose que ce que ces jeunes vivent à l'école. La satisfaction d'avoir vraiment débattu, d'avoir s'être vraiment écouté et d'avoir retrouvé une voie possible pour continuer ensemble, continuer à vivre ensemble, que ce soit au niveau économique ou au niveau scolaire. Donc tout ça est quand même, je dirais, pour tous des mots d'optimisme. Monsieur Michel Doussin, c'est vrai que quand j'ai lu votre biographie, eh bien, on voit que vous allez pouvoir nous apporter une parole qui n'est pas que peut-être hexagonale. Vous avez eu la possibilité de vivre aussi ces expériences au niveau diplomatique. Donc, elles viennent sans doute nourrir ce que vous faites aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'intéresse. On pourra peut-être en parler après. Vous avez aujourd'hui cette responsabilité qui est, vous êtes la plateforme nationale, c'est vous, pour la RSE. Donc, on va être obligés de vous écouter tous là particulièrement attentivement. Au niveau aussi du CESE, si on peut vous entendre aussi sur cela, la parole est à vous. Merci. D'abord, je vous transmets les congratulations, les amitiés de Jean-Paul Delevoye, ancien médiateur de la République, dont j'ai la chance d'être aujourd'hui le conseiller diplomatique. Il aurait bien aimé être là, vous l'aviez invité, mais malheureusement, son agenda ne lui permettait pas, donc j'ai été envoyé pour le remplacer. Mais en même temps, comme j'ai une autre fonction, c'est celle-ci qui, je crois, vous intéresse davantage maintenant. La plateforme nationale RSE. Je vais commencer par répondre à l'intitulé de cette table ronde. Y a-t-il compatibilité entre RSE et stratégie d'entreprise ? Et en fait, y a-t-il compatibilité entre la RSE et la compétitivité, la performance économique ? La réponse, vous la trouvez simplement sur le site internet du ministère du Travail de l'Allemagne. Vous voyez un slogan qui dit: l'Allemagne considère que la RSE est un atout de compétitivité et qu'il faut que la qualité allemande, déjà connue au niveau technique, soit renforcée par une qualité en termes de nous devons être irréprochables dans tous les pays du monde, tant en ce qui concerne nos impacts environnementaux qu'en ce qui concerne notre manière de traiter les questions sociales. Et vous trouvez la même déclaration sur le site du ministère danois de l'économie. Vous trouvez la même déclaration dans d'autres langues, évidemment, sur le site du ministère des Pays-Bas de l'économie également. Donc j'ai envie de dire que fermer le banc, on le sait. Regardez en France, le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, 4000 très petites entreprises, souvent des TPE, sans demander à personne, en 2007-2008, a élaboré un concept, la performance globale, qui est la traduction, aujourd'hui ils l'ont aménagé, la traduction d'ISO 26000 pour les petites entreprises, au nom de cette idée qu'il faut aujourd'hui convaincre qu'on est à la fois bon au niveau technique, mais qu'on est aussi performant sur les sujets qui composent la RSE. Et au demeurant, c'est que ces sujets sont totalement interagissent, j'allais dire entrelardés, interagissent, puisque on sait bien que un personnel que vous motivez, qui adhère aux valeurs de l'entreprise, qui considère qu'il y a un défi à relever, qui est celui que l'entreprise s'est fixé dans le domaine social et environnemental, va travailler bien mieux qu'un personnel qui arrive le matin en se disant « la barre va vivement vendredi soir ». Ça se démontre par le fait que, regardez aujourd'hui le nombre de candidats qui demandent à faire partie, à être employés par la firme Google. Il y a 500 dossiers pour une place. Et qu'est-ce qui les intéresse ? C'est certes le mythe Internet, mais c'est aussi parce que les conditions sociales offertes par Google, vous le savez, sont absolument exceptionnelles. Mais que d'autres entreprises ont bien compris cela et le font également. Voilà. Donc je pense que la première question, elle a sa réponse de façon très simple, tant au niveau national qu'international.
Alors, maintenant, j'ai envie de revenir au sujet général de votre conférence, la médiation. Je dirais que dans ce sujet de la RSE, la médiation, ça a été très très bien présenté déjà par mon ami François Fatou, qui est membre de la plateforme, et donc qui est beaucoup plus légitime que moi pour parler de la plateforme, car la plateforme, moi j'en suis que le facilitateur, le secrétaire permanent, mais un secrétaire c'est une fonction humble, mais peut-être aussi un peu une fonction de médiateur, je vais y venir dans un instant. La plateforme, elle a une vocation, c'est d'essayer d'élaborer de la co-construction en matière de méthodologie pour justement faire que les entreprises françaises s'engagent davantage dans ce qui est un outil de compétitivité, mais aussi un outil citoyen, qui est la responsabilité sociale ou sociétale de ces entreprises. Cette plateforme, elle a pour elle beaucoup de facteurs extrêmement intéressants, dont Pierre Louzet est également un des membres de la plateforme, je vais le dire. Donc on est plusieurs dans cette salle. Il y en a d'autres qui se cachent que je n'ai pas vu, mais oui, il y a aussi Olivier Berducou. Donc on est quelques-uns. Cette plateforme, elle est née d'une initiative privée. À la fin du quinquennat du président de la République précédent, des parlementaires, mais surtout des entreprises, des organisations patronales, des organisations syndicales, des organismes comme l'ORS, spécialisés dans les questions de RSE et qui réunit à la fois des entreprises et des syndicats, d'autres organismes spécialisés et des ONG de différents types et des chercheurs se sont réunis à différentes reprises pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la France ait véritablement une dynamique poussant les entreprises à considérer que la RSE, c'est pas des contraintes, c'est pas des charges, ça l'est pour celles qui comprennent mal ou qui ratent les trains, qui arrivent trop tard et qui sont obligés de rattraper tout le monde et au moment où il y a éventuellement une réglementation qui leur impose de faire ce que bien d'autres ont fait avant et l'ont fait, je dirais, dans la souplesse de l'anticipation. Comment pourrait-on le faire? Et ils ont eu l'idée de ces organisations. Dès que le nouveau président de la République a été élu, en juin 2012, d'écrire collectivement, et vous trouvez sur cette lettre de belles signatures dont on n'est absolument pas habitué à les voir côte à côte. Vous avez le MEDEF, vous avez le CGPME, les PME, vous avez la FEP, vous avez l'ORS, on est plus habitué, mais vous avez aussi la CFDT, vous avez la CGC, vous avez le Forum citoyen pour la RSE, qui regroupe Amnesty International, qui regroupe le WWF, et toute une série d'autres ONG, une douzaine aujourd'hui, ont écrit au Premier ministre, on aimerait que vous nous aidiez à constituer cette plateforme, que vous nous proposiez la structure institutionnelle qui permet une certaine stabilité. Et donc c'est cette structure que le Premier ministre a installée le 17 juin dernier, comprenant une grosse quarantaine d'organisations, car les 16 étaient l'avant-garde, et aujourd'hui on est un nombre plus élevé. Alors, est-ce qu'on est capable de continuer ce travail de construction collective dans un moment où on lit dans la presse le patronat s'alarme du comportement de l'État sur un certain nombre de sujets, s'alarme du renforcement des charges fiscales notamment, ou d'un certain nombre de dialogues n'ont pas vraiment réussi, notamment sur la transition énergétique récemment, sur toute une série de sujets que je ne vais pas évoquer. Mais c'est le pari. C'est le pari, et je dois dire que moi qui n'ai pas de formation, je me trouve souvent depuis quelques mois en position de médiateur, et il va falloir que je prenne des cours du soir auprès de vous assez rapidement, mais jusqu'à présent ça marche, et nous allons à partir des toutes prochaines semaines installer 3 groupes de travail qui ont été construits par itération entre les 47 en fait, organisations pour voir qui était intéressé, qu'est-ce qui était pour elles des priorités. Et je ne vais pas entrer dans le détail, mais premier sujet, RSE et compétitivité. Donc 47 organisations considèrent aujourd'hui que c'est un vrai sujet, un sujet qui est en même temps un défi pour la société française. Donc j'ai une deuxième fois répondu à votre question. On en est au carton jaune.
Donc je terminerai quand même pour vous dire qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et que tout ne se passe pas nécessairement facilement dans le monde de la RSE. Je prendrai juste pour vous donner un aperçu comme exemple le fait que il y a une instance, François l'a cité, il y a une instance en France qui essaie de jouer un rôle de médiation et est souvent davantage en position d'être une espèce d'instance de tentative de règlement de conflits qui n'ont pas leur solution. C'est le point de contact national qui a été installé au titre des engagements de la France auprès de l'OCDE, comme 44 autres pays, 45 maintenant, qui est composé de syndicats, du patronat et de l'administration. J'en ai fait partie pendant 5 ans quand j'étais ambassadeur chargé de la responsabilité sociale d'entreprise. Il y a des cas où on n'arrive pas à résoudre le conflit. Quand le plaignant dit « on n'a pas respecté dans tel pays les droits de l'homme », les droits de l'homme c'est innégociable, donc soit l'entreprise reconnaît sa culpabilité, soit elle ne la reconnaît pas, et si elle ne la reconnaît pas, il faut que le point de contact national publiquement dise que telle entreprise a violé les droits de l'homme. On a buté sur un certain nombre de situations où il était impossible d'arriver à un compromis. Et c'est la question que je poserai en forme de boomerang, madame. Est-ce que la médiation n'est pas nécessairement synonyme de compromis ? Et est-ce qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels le compromis est impossible ? Je retiens juste dans ce que vous avez dit que c'est la base qui a demandé à ce que ça naisse. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un message intéressant. C'est pas l'État qui a dit on va créer quelque chose comme ça un peu ex nihilo. Il y a eu une demande, vraiment un volontariat. Et vous aviez dit qu'au départ vous étiez 16. Les troupes sont de combien aujourd'hui ? J'ai entendu 42, mais je suis pas sûre. Alors officiellement oui. 47, mais par le jeu des suppléants. Il y a toujours un titulaire suppléant. On a réussi à faire entrer un peu plus de monde, donc on est une cinquantaine, voilà. D'accord. Okay. Et l'autre chose, pardon, vous avez dit qu'il y avait 3 groupes de travail, RSE et compétitivité. On est en plein dans le sujet. J'ai pas entendu les 2 autres. Parce qu'il y avait la menace du carton rouge. Oui, mais vous voyez, mais Georges, il est gentil. Moi, je suis hors jeu. Alors, le deuxième sujet, c'est comment intelligemment pousser les entreprises à être plus transparentes et donc donner beaucoup plus d'informations à tous ceux qui sont intéressés à savoir ce qu'elles font et notamment les risques qu'elles font prendre à la société. Donc ça renvoie bien entendu au thème favori des Français, qui est le thème du reporting social et environnemental, mais pas seulement. Là-dedans, il y a les questions des labels, notamment, il y a les questions du dialogue social, et on peut y mettre beaucoup de choses. Et puis le troisième sujet, c'est comment traduire éventuellement dans le droit, ou en tout cas dans des systèmes français qui poussent les entreprises à le respecter, comment traduire des règles qui se sont affirmées au niveau international dans l'espace qu'on appelle la soft law, le droit souple, qui exige maintenant et en fait on y a fait allusion sur un cas pratique tout à l'heure, qu'une entreprise soit attentive à tout ce qui se passe dans sa chaîne de fournisseurs et même sa chaîne de valeur, c'est-à-dire y compris, par exemple, choisit son banquier en ayant bien réfléchi à la politique générale du banquier. Ça renvoie en particulier, on a une actualité extrêmement dure en la matière, la succession de drames qui se sont produits au Bangladesh, où il est apparu que les entreprises, et peut-être notamment des Françaises, n'avaient pas une attention suffisante sur la manière dont leurs fournisseurs en Asie eux-mêmes sous-traitaient à d'autres fournisseurs qui étaient des esclavagistes et qui pouvaient attenter fortement à la vie de leurs employés. Donc c'est cette question extrêmement compliquée dont l'ensemble des 47+ ont décidé de se saisir. Monsieur Xavier Moulin, on vient vers vous maintenant en tant que DRH d'Eurotunnel. Là, on est vraiment au cœur de l'humain. Nous tous, salariés, comment est-ce qu'on peut aller justement travailler, comme le disait votre voisin tout à l'heure, sans avoir déjà la boule au ventre et se dire vivement vendredi. Est-ce qu'on vit bien chez vous ? Vous avez l'air surpris, mais il y a des gens qui ont la boule au corps dès le matin et qui font des burn-out et qui vivent mal ce qu'on appelle la souffrance au travail chez nous. Les Allemands en parlent toujours de façon plus positive. Nous, c'est la prévention des risques
psychosociaux. Est-ce que chez vous, à Eurotunnel, dans le service, la direction que vous tenez, est-ce que les salariés sont heureux et est-ce que la responsabilité sociale d'entreprise se vit concrètement ? Donc je crois qu'il me reste à peu près 25 minutes pour résumer de 20 ans de RSE chez Eurotunnel. Il nous reste un petit peu moins, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Donc, 20 ans d'Eurotunnel. Je souhaiterais tout d'abord vivement remercier Isabelle Baudelaire pour son invitation, qui me permet en effet aujourd'hui d'évoquer devant vous l'histoire d'un groupe assez jeune, puisque on fête nos 20 ans d'exploitation du shuttle l'année prochaine, d'un groupe assez jeune qui, même s'il n'a pas un track record en termes de médiation, tel que vous pouvez l'entendre dans cette assemblée, un groupe assez jeune qui a su positionner la médiation de projet dès son origine, et réunir et mettre en œuvre tous les ingrédients de la responsabilité sociale et donc de cette médiation de projet, au cœur de ce projet qui fut, je le rappelle, le plus grand projet de génie civil et d'infrastructure ferroviaire du monde au XXe siècle. À savoir donc la construction de ce tunnel sous la Manche qui, aujourd'hui, s'est imposé comme un lien vital entre la France et le Royaume-Uni. Alors vous me permettrez à ce titre, et je représente l'ensemble des collaborateurs du tunnel à travers ces propos, de faire cette parenthèse, puisque tous nos collègues ont éprouvé une double et grande fierté dernièrement, puisque première fierté, un jury international composé d'ingénieurs et de maîtres d'ouvrage publics du monde entier ont sélectionné à l'unanimité ce tunnel sous-marin comme étant le projet majeur de génie civil des 100 dernières années. Et donc c'est naturellement source de fierté. Et deuxième source de fierté, eh bien, fin octobre, en présence de M. Benoît Hamon, comme vous le savez, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, le groupe Eurotunnel s'est vu remettre le premier prix de la meilleure politique d'un grand groupe en matière de RSE. Et ça, naturellement, c'est source de fierté pour l'ensemble de nos collaborateurs qui ne viennent pas la boule au ventre, pour répondre à votre question, ne viennent pas la boule au ventre travailler chez Eurotunnel, mais avec une vraie fierté. Et c'est venu reconnaître de ce fait, et je me raccroche à notre sujet de ce jour, c'est venu reconnaître de ce fait donc une politique active, volontaire, en matière de développement durable, de RSE, qui s'est construite au quotidien, qui s'est construite dès l'origine. Je donnerai des différents exemples, si on me le permet, si le temps imparti me le permet, qui s'est construite au quotidien en faveur donc d'une croissance responsable, construite sur des valeurs de solidarité et de dialogue. Car c'est bien sur cette notion de dialogue que je rattache à la médiation et qui est au cœur de la RSE et de la réussite durable du groupe Eurotunnel que j'ai aujourd'hui le plaisir d'apporter un témoignage. Et je peux dès maintenant répondre à la question de cette table ronde ou de cet atelier qui est stratégie d'entreprise RSE, quelle compatibilité ? La réponse est naturellement oui, c'est compatible, et oui, c'est même plus que compatible, c'est nécessaire, c'est vital, car c'est gage de performance. Dès lors, et je reprends le terme évoqué tout à l'heure par quelqu'un dans la salle, dès lors que dans le moteur du projet d'entreprise, on a la volonté d'y introduire l'huile nécessaire à son succès et à sa performance durable, à savoir le dialogue. Et ce dialogue, sans cesse renouvelé avec l'ensemble de ses parties prenantes, que ce soit les salariés, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les clients, que ce soit les partenaires financiers, les actionnaires, ce dialogue sans cesse renouvelé avec l'ensemble de ces parties prenantes, et nous essayons de le faire tous les jours, et quelle que soit la forme de ce dialogue. Alors que ce soit des échanges informels, que ce soit la négociation collective, on parlera du dialogue social cet après-midi, que ce soit de la concertation, mais naturellement de la médiation au sens où vous l'entendez plus ici, au sens de la loi de 1995. Car c'est grâce, et ça c'est une conviction forte que l'on a dans le groupe et que j'ai personnellement, car c'est grâce à ce dialogue de manière générale que le projet d'entreprise peut réussir, car grâce au dialogue on communique sur une vision, où on veut aller, on communique sur une mission, qu'est-ce qu'on fait, on communique sur une stratégie, mais aussi sur des valeurs, qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui nous ressemble,
mais on communique aussi sur des freins, sur des contraintes et sur des attentes. Et donc, c'est bien grâce à ce dialogue qu'on peut durablement avancer et performer. Avec comme objectif pour l'entreprise, néanmoins, je le rappelle, et je rebondis sur un propos qui a été dit tout à l'heure, avec comme objectif néanmoins pour l'entreprise, au-delà de la nécessaire profitabilité, car c'est aussi avant tout l'objectif de l'entreprise, donc au-delà de cet objectif, la volonté de développer durablement le bien vivre ensemble, et en essayant, et donc la médiation en est forcément un outil important, en essayant constamment d'en réduire les atteintes à ce bien vivre ensemble, au fin de créer ce climat de confiance. On le dit, on le répète, mais il faut continuer à le répéter, parce que c'est la base de tout développement durable, au fin de créer ce climat de confiance propice au développement. Je surveille les cartons avec un peu de stress. C'est moi qui ai la boule au ventre. Et donc, mon propos, c'est de dire que bien avant la loi de 95, bien avant les lois NRE, bien avant les lois Grenelle, qui ont encouragé l'échange et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, bien avant le pacte mondial des Nations Unies auquel on a naturellement adhéré, bien avant donc ce corpus de soft law et de hard law, bien avant les avis du Conseil économique et du CESE, que M. Doussard présente ici aujourd'hui, et bien avant aussi cette norme ISO 26000. Dès son origine, le groupe Eurotunnel, pour se construire, donc son origine, je rappelle, c'est fin des années 80, et le début de son exploitation du shuttle, c'est-à-dire de nos navettes ferroviaires en 94, puisqu'on fête les 20 ans l'année prochaine. Bien avant, donc toutes ces obligations légales, on a su intégrer l'ensemble des composantes de la responsabilité sociétale des entreprises, en prenant l'ensemble de nos parties prenantes. Alors je vais vous donner quelques exemples concrets pour témoigner de cette philosophie du dialogue et de la prise en compte de nos parties prenantes. J'évoquerai les 3 plans pour donner des exemples. Sur le plan de la nature, sur le plan du respect de la nature tout d'abord, on a su le prouver dès l'origine du projet, en menant des procédures de consultation et d'information, tant sur le territoire britannique que sur le territoire français. Et ainsi, dès 1985, des procédures de consultation en France et au Royaume-Uni ont été menées avec les groupes de défense de l'environnement, avec les autorités locales, avec le ministère des Transports publics et avec un grand nombre de résidents. Et à l'époque, plus de 100 associations et groupes locaux ont participé au débat, ont donné leur avis à travers des questionnaires qui étaient distribués. Et c'est en réponse à ces enquêtes et aux différentes requêtes qui étaient exprimées que les projets furent ensuite lancés. De la même façon, en 86, ont été ouverts de chaque côté de la Manche, donc Calais côté France, Folkestone côté Angleterre, des bureaux où les riverains pouvaient venir se renseigner régulièrement sur quel allait être l'impact de ce creusement de ce tunnel sous la Manche. Également, dans cette logique au-delà du dialogue, dans une véritable logique de transparence que le législateur aujourd'hui appelle de ses voeux, et c'est nécessaire. Le groupe Eurotunnel, dès 1986, a publié une déclaration qui résume en fait sa philosophie et ses lignes directrices en matière d'activités liées à l'environnement. Et j'en cite quelques phrases rapides, s'engageant à minimiser et chaque fois que possible éviter les atteintes à l'environnement et contrôler l'impact du projet sur l'environnement tout en préservant la viabilité du projet. Et on parlait d'engagement ce matin, on parlait de promesses. J'entendais également dans cette petite vidéo fort instructive que l'on a vue tous ensemble. Bien là, encore une fois, de la part d'Eurotunnel, c'est un engagement qui a été tenu, car aujourd'hui, sachez-le, un camion qui franchit la Manche via Eurotunnel émet 20 fois moins de CO2 qu'un ferry. Je ne peux résister également sur ce plan de la nature, si vous me le permettez encore, à donner un exemple, parce que je pense que les exemples sont importants pour prouver la réalité de ce que je dis. Il existe, peut-être le savez-vous,
une réserve naturelle qui s'appelle Samphire Hoo, qui est en fait une réserve naturelle d'une 30aine d'hectares au pied des falaises de Douvres. Et cette réserve naturelle est née de la réutilisation, de 5 millions de mètres cubes de craie et de marne qui ont été extraites au moment du forage du tunnel. Et cette bande de terre, donc gagnée sur la mer, a été transformée progressivement en réserve naturelle. Et c'est toujours dans ce même état d'esprit de dialogue, d'échange et de ce qui était une médiation avant qu'on l'appelle comme telle, que cette réserve s'est développée, puisque toujours dans ce même état d'esprit, Eurotunnel a demandé au White Cliffs Countryside Project, qui est en fait l'organisme qui gère les falaises de Douvres, a demandé d'organiser des visites guidées pour l'ensemble des membres du public local et a distribué des milliers de questionnaires pour demander aux populations ce qu'elles aimeraient voir, comment elles imagineraient ce site de Samphire Hoo. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je boude pas mon plaisir de citer Samphire Hoo, parce qu'aujourd'hui Samphire Hoo donc est une réserve naturelle qui, pour la 9e année consécutive, a reçu le Green Flag Award. Et en Angleterre, c'est une distinction qui compte, puisqu'elle vient distinguer les espaces naturels les mieux préservés d'Angleterre. Alors j'en termine sur la nature. Autre exemple en termes de RSE vis-à-vis de nos territoires. Dès le départ, quand on a construit, il a fallu envisager de libérer certaines zones de chaque côté du tunnel. Et c'est grâce à la médiation, à la concertation et au dialogue constant que tant en France qu'en Angleterre, aucune expropriation n'a été nécessaire pour construire les bases de chaque côté du tunnel. Donc il y a eu des systèmes de compensation, il y a eu des systèmes de rachat, mais il n'y a pas eu d'expropriation forcée. Donc il n'y a pas eu de conflit. Je citerai bien également un autre exemple qui est récent, parce que vous allez me dire tout ça, c'était au départ, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bien, un exemple récent, c'est qu'aujourd'hui on utilise le foncier d'Eurotunnel, une partie du foncier d'Eurotunnel, pour construire sur un site que vous connaissez forcément de nom, le site de Sangatte. Et donc on construit naturellement avec l'aval de tous les responsables politiques des territoires un éco-village, qui va s'appeler l'éco-village de Sangatte-Blériot. Et c'est donc suite à un appel de candidature que le groupe Eurotunnel a été retenu. Et cet éco-village, naturellement, vise à accroître l'attractivité touristique du Calaisis. Sur le plan du dialogue social, mais je sais que vous en parlerez plus largement cet après-midi, là aussi, la philosophie et la culture du dialogue peut donner lieu à certains exemples, puisque dès le départ, vous l'avez compris, Eurotunnel, c'est un groupe qui s'est construit from scratch il y a plus de 20 ans. Et donc, on a embauché plusieurs milliers de salariés. Et aujourd'hui, le groupe occupe un peu moins de 4000 collaborateurs en France et en Angleterre. Et donc, en matière de dialogue social, on a, dès le départ, voulu respecter un certain parallélisme des formes entre la France et l'Angleterre pour créer de la cohésion. Et donc, alors que la loi ne nous l'impose pas, on a créé des work councils, des comités d'entreprise sur le territoire anglais. Et on a mené toutes sortes d'expériences sur lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails, visant à développer le droit d'expression, à développer un management plus participatif et à faciliter la communication pour comprendre encore une fois les enjeux du projet d'entreprise. Et ce qui a permis naturellement aux collaborateurs d'être à côté de leurs dirigeants pour traverser les différentes crises que le groupe Eurotunnel a pu connaître. J'en terminerai sur l'emploi et l'employabilité, parce que au-delà de dire que le groupe Eurotunnel, et c'est une étude récente de l'université du Kent et du Calaisis qui le dit, que le groupe Eurotunnel a créé plus de 8500 emplois directs et indirects sur le territoire.
Nous avons également, nous sommes développés depuis, nous avons fait des acquisitions dans le monde du fret ferroviaire depuis sa libéralisation en 2006. Et nous avons voulu capitaliser sur ce que nous savons faire, c'est-à-dire gérer des infrastructures ferroviaires et conduire des trains. Et nous avons créé le Centre international de formation ferroviaire de la Côte d'Opale, qui a vocation à drainer du public dans le Calaisis et à former des collaborateurs à des emplois durables que sont les métiers du ferroviaire. Voilà. Donc là encore, une vraie volonté d'être dans une logique citoyenne, tout en exerçant notre métier d'entreprise privée, qui est de faire des profits et des bénéfices. Je dirais qu'une des dernières, je ne pouvais pas ne pas le citer puisque M. Pelouzet est à cette table ronde, une des dernières, un des derniers témoignages de notre volonté de travailler avec l'ensemble de nos parties prenantes, c'est que nous avons signé la charte des relations interentreprises, et je sais que certains de nos collaborateurs se retrouvent sur des tables rondes également avec Monsieur Pelouzet, et qu'aujourd'hui, on demande à tous nos fournisseurs de signer notre charte éthique et de s'engager à la respecter, et que l'on précise également que s'il y a litige, eh bien je me raccroche au sujet du jour, s'il y a litige, eh bien il devrait être porté devant le médiateur, conformément à la charte interentreprise. Mais... Je dirais pour conclure, parce qu'il faut quand même conclure, je dirais pour conclure, parce qu'il est important de le dire, que cette ambition partagée par tous de faire toute sa place à l'homme, à la nature et au territoire, elle est d'autant plus compatible, parce que c'est quand même ce qui nous réunit aujourd'hui, elle est d'autant plus compatible avec la stratégie de l'entreprise que pour nous, elle a été doublement vertueuse. D'une part parce qu'elle a été, je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, elle a été un élément fort de cohésion. Et donc, je rebondis sur ce que vous disiez, madame, avec un brin de facétie. Non, nos collaborateurs ne viennent pas avec la boule au ventre, mais ils viennent avec fierté. Il y a un véritable sentiment d'appropriation de la part de nos collaborateurs à notre entreprise. Et donc, elle constitue un élément clé de cohésion, et j'en veux pour preuve dernièrement, récemment dans l'histoire d'Eurotunnel, la mobilisation massive des salariés et des syndicats lors des différentes crises qu'a connues l'entreprise, et notamment leur remarquable soutien, il faut le préciser, lors du refinancement de la dette, soutien à leur président-directeur général, Jacques Gounon, et plus dernièrement, lorsque l'Union européenne a fait injonction aux États français et britanniques de revoir notre tarification, et si on revoyait la tarification, ça mettait à mal le business model. Et donc les syndicats sont allés vendre auprès de l'Union européenne et auprès des ministères concernés en France, sont allés défendre leur entreprise. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, la RSE dans le groupe Eurotunnel, ça fait partie de l'ADN, ça fait partie des gènes, et je dirais également, pour rebondir sur un propos ce matin, et M. Borrello, je pense, est parti, et je rejoins complètement le propos de Jean-Marc Borrello. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ont compris, ou doivent définitivement comprendre, que la performance globale ne peut être durable, j'utilise mes propres termes, que si la performance économique fait la courte échelle à la performance sociale, et réciproquement. Et que dans ce monde de l'entreprise, et je cite Schumpeter, entreprendre consiste à changer un monde existant, et on est dans le thème du colloque, on est sur des sociétés en mutation, où entreprendre consiste à changer un monde existant, et où l'activité entrepreneuriale est par nature transformante, eh bien pour accompagner ce changement, le dialogue est essentiel, l'échange nécessairement vertueux, et là je citerai la présidente, j'ai piqué quelques mots dans l'édito. Oui, la médiation a vocation à être au cœur du débat sociétal, car oui, en effet, les outils et l'esprit qu'elle véhicule sont en effet de formidables leviers d'encouragement et d'accompagnement des mutations. Puisque nous avons une dernière intervention pour clore la matinée, monsieur, en appuyant sur... Guy Botquet, médiateur assermenté du canton et de la République de Genève, et je représente le groupe Genève Accord. Je voudrais m'adresser à monsieur Pelouzet.
Je vous ai entendu avec beaucoup de dynamisme et beaucoup d'enthousiasme. J'ai noté que vous avez dit c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et alors il y a une chose qui m'est passée à travers la gorge. Oui, c'est merveilleux la confidentialité, mais moi je peux absolument pas accepter que cette valeur de la gratuité est profitable pour la médiation. La commission à la CE à Bruxelles travaille, donc la commission juridique travaille sur la faisabilité et la fiabilité du médiateur, et on a peur des médiateurs qui ne sont vraiment pas formés. Vous vous rendez compte, un chirurgien qui doit faire des formations continues et qui va opérer pour rien, je ne sais pas si vous serez son patient. Alors, c'est comme pour moi un soufflet qui sortait du four et qui se dégonfle, qu'on dit gratuit. Non, je crois que on est tous médiateurs pour avoir des créativités. Je pense à la Roumanie qui donne des subventions à des partis qui ne peuvent pas payer le médiateur. Parce que je crois, et je termine avec ça, en médiation commerciale, l'avocat est absolument nécessaire avec un autre rôle. Et lui, il ne travaille pas gratuit. Un médiateur qui est là gratuit, c'est pas possible. Donc moi, je crois qu'on doit tout de même donner l'enthousiasme à tous ceux qui sont ici, qui sont des médiateurs. On doit être des professionnels, on doit pouvoir en vivre, on doit pouvoir payer ses formations. Donc la gratuité, je ne peux pas l'accepter. Je m'excuse pour son point de vue. Ça a été un thème d'un de nos colloques il y a 2 ans, si un rendez-vous de l'AM, il y a 3 ans même déjà, le temps passe. Mais effectivement, cette question est récurrente parce que on ne peut pas dire médiation, et je sais également moi-même, puisque je suis devenu médiateur, qu'il y a effectivement une formation nécessaire et qu'il y a une charge de travail. Effectivement, la problématique, notamment pour les institutions étatiques, est d'avoir de bons médiateurs bien formés, en sachant en même temps que pour des raisons budgétaires bien connues, le ministère des Finances, pas plus que le défenseur des droits et le médiateur de la République, n'a forcément les moyens d'avoir en salariés en permanence des milliers de personnes. Et pourtant, le défenseur des droits, comme d'autres institutions, a 450 à 500 délégués sur le territoire qui sont bénévoles. Et c'est effectivement une problématique. On peut être formé, on peut former les gens, mais en même temps, le bénévolat n'est pas le seul moyen de faire fonctionner la médiation. Mais pour M. Pellouzet et pour votre part de médiation publique, je vous donne la parole. Merci. Moi, je suis étonné que vous fassiez une opposition entre gratuité et compétence. Tous les médiateurs qui sont à la disposition des entreprises sont formés. Ni mieux, ni moins bien, probablement, que beaucoup des médiateurs qui agissent à titre privé. Donc, et vous preniez l'exemple des chirurgiens, quand vous êtes dans un hôpital public, beaucoup de gens se font soigner gratuitement, et pour autant, le chirurgien n'est pas non plus quelqu'un qui n'a pas été formé et qui ne sait pas soigner. Donc je crois qu'il n'y a pas d'opposition. Alors je comprends que si les chirurgiens sont les chirurgiens sont pas formés. Alors d'autre part, effectivement, tous les médiateurs régionaux ne sont pas bénévoles, ils sont rémunérés par l'État. Les médiateurs nationaux sont des bénévoles parce qu'ils ont la chance d'avoir des revenus suffisants et du temps parce qu'ils sont retraités, et ils ont été formés aussi à la médiation, et ils ont envie d'agir pour des entreprises qui, encore une fois, bien souvent, j'en suis désolé, n'ont pas les moyens, ou en tout cas c'est un blocage pour eux, c'est une barrière pour eux d'aller vers la médiation, si c'est payant. Donc voilà, si on peut nous les amener à la médiation en faisant tomber cette barrière, et que tant mieux si ensuite ils se disent la médiation ça marche bien et je vais vers du gratuit, du payant. Là franchement, mon but n'est pas au contraire de faire en sorte que les médiateurs payants n'aient plus de boulot, c'est au contraire de générer un esprit de médiation. Je crois que la problématique aujourd'hui, c'est pas de savoir si c'est le gratuit contre le payant. La problématique, c'est de savoir si notre pays va adopter l'idée de médiation. S'il y a plusieurs canaux, plusieurs vecteurs pour amener les gens à la médiation, tant mieux. N'allons pas commencer à dire celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien, parce qu'on va tuer notre métier, on va tuer notre vocation, on va tuer nos aspirations. Donc s'il vous plaît, ne nous lançons pas dans ce débat, c'est le pire qu'on puisse avoir. Le pire qu'on puisse avoir, c'est d'expliquer aux gens, ah ouais, mais alors, il y a la médiation qui est bien et la médiation qui n'est pas bien. Parce que déjà c'est compliqué de leur dire venez en médiation, déjà c'est compliqué de leur expliquer que en France,
on peut changer l'état d'esprit, on peut aller vers quelque chose de constructif, d'intelligent, de soft law, comme disent les anglo-saxons, plutôt que d'aller vers du hard, du conflit, des droits des avocats. Si on essaye, en plus de leur expliquer qu'il y a les gentils, les pas gentils, les biens, les pas biens, les payants, les machins, on va détruire notre métier. Donc ne faisons pas ça, et je pense que c'est un faux débat. La capacité de médiation, la nécessité de médiation est énorme. C'est pas parce que certains seront gratuits et d'autres ne seront pas aujourd'hui, et demain ça évoluera peut-être, que ça va changer quelque chose. La nécessité de médiation est énorme. Nous, on fait 1 millier de médiations par an. Je pense qu'on pourra en faire 10 000 ou 100 000, et on n'aurait pas encore couvert tous les besoins. Il n'y a qu'à voir la partie émergée de l'iceberg que sont les tribunaux. Quand on voit l'engorgement des tribunaux de commerce, on se dit que les 3/4 des dossiers qui sont là-bas pourraient être en médiation. Donc vous voyez, et pourtant ce n'est que la partie émergée, c'est-à-dire ceux qui vont dans les tribunaux. Et il y a tous ceux qui n'y vont pas. Donc voilà, de grâce, ne rentrons pas dans ce débat-là. Je pense qu'il est inutile, je pense qu'il est destructif, et je pense que c'est bien qu'on se soutienne les uns les autres en médiation, plutôt que d'essayer d'opposer les choses. Bien. Alors écoutez, merci pour cette réponse. Effectivement, je ne vais pas redonner la parole à ça, parce que là, on va partir sur un débat qu'on a déjà eu il y a 3 ans, mais qu'il sera peut-être nécessaire d'avoir sous une forme ou sous une autre, et ça, l'ANM ne manque pas d'imagination sur le sujet. Donc je pense que c'est une question qu'il ne faut pas refuser, mais qu'en même temps, il ne faut peut-être pas opposer, et voir comment la médiation peut avancer à la fois sur les terrains du bénévolat, de la gratuité, de la bonne volonté des élèves, des enfants qui le font, mais aussi des adultes qui en font une profession, ou des gens qui, effectivement, venant de la fonction publique ou d'autres, poursuivent leur activité dans ce domaine.